Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Avant de commencer cet épisode, je voulais tout simplement vous demander un petit coup de main. Comme vous vous en doutez, travailler sur ces épisodes prend du temps. Parfois beaucoup de temps. Alors si vous avez quelques secondes devant vous pour liker le podcast sur les plateformes, le noter avec les petites étoiles, le commenter et aussi le partager, ça serait vraiment super chouette et ça pourrait être d'une aide précieuse. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leurs projets. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Une ville, il y a ceux qui l'imaginent, qui la façonnent, qui la rêvent, qui la font vivre et qui l'embellissent. Mon invité aujourd'hui fait partie de cette dernière catégorie. Et oui, pendant plusieurs années maintenant, mon invité s'est capté l'ambiance et l'esprit du Havre comme personne, avec grâce, forcément avec poésie, en couleur, en noir et blanc, façon Gotham City, des portraits aussi, que l'on pourrait appeler des gueules de Havrais. Bref, sa passion, son art nous rendent évidemment fiers d'être havraises et havrais. Mon invité aujourd'hui, il est le photographe Pierre Viévard. Salut Pierre. Salut Pierre. C'est la première fois que j'invite à Pierre. Donc parfait. Ça fait bizarre d'entendre. C'est vrai que dans ma vie, j'ai peu rencontré de Pierre, étonnamment. Ah bah, j'en ai toujours eu 2-3 par classe à l'époque. Moi, en 34 ans, un seul. Eh ben écoute, je suis fier d'être un nouveau Pierre. On a l'impression d'être dans le film C'est ça. Ah Salut, oui, c'est Pierre. ça. Ouais. Présent. Bon, en tout cas, on est tous les deux présents. Merci à toi d'être là, je Avec le disais, plaisir. Photographe. Ouais. Depuis maintenant pas mal de temps. 7-8 ans, ouais. 8 ans. Là, d'ici janvier, février. On est en janvier. Ouais. Ça va faire 8 ans cette année, ouais. Une passion, j'imagine. Ouais, passion avant tout. Et puis, la vie a fait que j'essaye d'en faire un métier au fur et à mesure. Mais ouais, passion avant tout. Bah écoute, on va effectivement parler de tout ça. Justement, cette passion pour la photo, elle remonte à quand ? Est-ce que tu as dans ta tête un moment, un déclic ? Écoute, dans ma vie, l'ennui a fait pas mal de choses. Ouais. Avant la photo, l'ennui a fait que un jour, je cherche à m'occuper et on a découlé de ça 10 ans dans la danse. Et l'ennui, à un autre moment, a fait que j'ai commencé à faire des photos. J'étais en stage de fin d'études à Montréal. Très bien. Et je suis parti avec le strict minimum d'argent. Et Montréal, c'est une ville très agréable, mais sans argent, on y fait beaucoup moins de choses. Ouais. Et puis visuellement, je me sentais moins bien à Montréal que dans mon bon Havre. Et mon ami qui était venu avec moi à l'époque, lui faisait déjà de la photo. Et je te parle de ça 2012, donc on est au début des smartphones. Et moi, j'en avais pas, lui, il en avait un iPhone 3GS, je crois. Et un après-midi, comme je m'ennuie, je lui dis, est-ce que je peux emprunter ton téléphone et puis aller faire quelques photos de la ville, ça me fera des souvenirs et puis une occupation au moins pour cette journée-là, quoi. Et finalement, dès ce premier jour, j'ai pris pas mal plaisir à bien composer mes photos. Évidemment, t'as aucun réglage à faire sur l'iPhone, t'appuies sur un bouton, la photo est faite, les réglages sont faits. Il y avait pas de notion de retouche pour moi à l'époque. Pas de filtre. Pas de filtre. Instagram à l'époque, il devait y avoir peut-être 4 filtres affreux, un peu forts, quoi. Et je prends plaisir à, je sais pas, trouver le sujet dans un reflet. Qu'est-ce que j'inclus, qu'est-ce que j'exclus de ma photo. Et finalement, alors je sais pas pourquoi ça s'est fait si naturellement, mais
C'est même ce qui est le plus important toujours maintenant, quoi. La qualité de la lumière et ce que tu inclus ou exclus de ta photo, c'est ce qui fait une bonne ou une mauvaise photo, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu as le déclic, tu prends le téléphone de ton coloc et tu te dis, ouais, il y a quelque chose qui me plaît dans cet univers. En fait, c'est un demi-déclic à ce moment-là. C'est-à-dire que je prends plaisir dans cette journée. Quand je rentre, mon coloc qui faisait déjà un peu de photos me trouve que les photos sont cool. Donc déjà, le fait de recevoir un compliment sur quand tu fais quelque chose au début, des fois, ça peut te mettre le pied à l'étrier. Hein. Et d'un mec qui a déjà l'expérience. Ouais. Et j'ai continué à faire ça sur mon téléphone. Enfin, moi, après, j'ai eu un iPod Touch. J'ai fait ça sur un iPod Touch à l'époque. Sauf que, en fait, je te dis ça, que c'est un demi-déclic parce qu'en fait, ça, c'est en 2012. Je n'achète mon premier appareil photo que en 2017. Ah oui, 5 ans Donc, en après, fait, pendant 5 ans, je prends plaisir quand je vois quelque chose qui m'intéresse dans la rue, à sortir ce que j'ai sur moi pour prendre une photo, bien le cadrer. Au fur et à mesure des années, sur Instagram, les filtres commencent à se développer. On peut un peu retoucher. Donc, à l'époque, je retouche un peu les couleurs sur mon téléphone. Et puis, un jour, je me dis, mais en fait, ça fait 5 ans que je fais ça, que j'y prends du plaisir. Pourquoi pas passer le step au-dessus? Et je pense que c'est ce qui a fait que, pour moi, ça a quand même démarré vite la photo. C'est qu'il me restait que à apprendre à faire des réglages, quoi. Parce que finalement, l'œil, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais. Donc, en fait, je me retrouve dans la situation que peu de gens dans laquelle ils se retrouvent, c'est à avoir à apprendre que la technique et pas devoir travailler son œil et la technique en même temps, ce qui peut être un peu être un peu confus parfois, quoi. Donc le step dont tu parles, c'est effectivement celui d'apprendre les réglages et celui d'acheter du matos. Ouais, d'avoir un vrai appareil photo. Et puis la différence d'un vrai appareil photo par rapport à un téléphone, quelque chose qui a un tout petit capteur, c'est que d'avoir quand même un peu de profondeur de champ, donc avoir un peu de flou à l'arrière, puis sentir qu'on est dans une vraie scène de vie et pas dans un petit fichier JPEG à plat dans lequel on peut pas trop zoomer et puis dans lequel il n'y a pas vraiment de profondeur. Il n'y a pas vraiment la vie comme nous on la voit tous les jours, quoi. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement, Pierre, dans cet univers de la photo? Écoute, je pense que c'est 2 choses. Évidemment, il y a une partie qui est je trouve ça beau, tout simplement. Hein. Je trouve ça beau. Quand ça raconte quelque chose, tant mieux. Si ça raconte rien mais que c'est juste beau, c'est très bien aussi. Et il y a quand même un peu Enfin, pour moi, en tout cas, après, chacun le voit comme il veut, mais je trouve qu'il y a quelque chose de cathartique dans la photo, c'est que sauf si tu fais que du studio, mais tu dois quand même sortir de chez toi, tu dois te balader, tu sais pas encore ce que tu vas créer. C'est pas comme la peinture où tu peux finalement choisir ce que tu vas inclure dans ta photo. Tu dois quand même tomber sur ton sujet, tu dois être vif et tout. Donc, je trouve que c'est une belle activité, et c'est une belle activité solitaire. Et pour moi, en 2017, c'était une année qui a été très compliquée sur 3 points dans la vie pro et perso. Et du coup, d'avoir quelque chose que je peux faire tout seul, plutôt que me morfondre ou proposer à des amis d'aller dans des bars tous les soirs, et la photo, elle a eu quand même cet impact-là sur moi. Donc, c'est vraiment un plaisir visuel et l'activité, je l'aime. Et en plus, elle est tombée au bon moment pour moi dans ma vie. Donc... Avant de prendre des photos, est-ce que tu étais amateur de regarder des photos? Non, pas du tout. Et je vais même faire une confidence là au micro. Je sais pas si c'était une bêtise de l'avoir fait, et je sais pas si je le conseillerais à des photographes débutants, mais je pense que sur les 4-5 premières années, je fais des photos, je m'intéresse à ce que je fais, j'apprends sur YouTube comment on s'améliore. Et je fais beaucoup de photos, mais je ne m'intéresse pas du tout à l'histoire de la photographie, ni à qui sont les légendes de la photographie. Pas par manque d'intérêt, je sais pas. Il y avait une partie de moi qui me disait que j'avais pas envie d'être influencé de la photo, ça doit être cette direction-là ou cette direction-là. Parce que sinon, en fait, je dis pas que je vais faire avancer le monde de la photographie, mais en fait, si tout le monde regarde ce qui se fait dans le passé et qu'on se dit ça, c'est ça qui est bien, l'art il va pas avancer dans lui-même, quoi. T'avais envie de faire ton truc à toi. Exactement, je voulais puis c'est beaucoup de temps quand même pour devenir bon dans un domaine. Je pense pas que j'avais un don dès le début. Bon, comme je te dis, j'avais travaillé finalement mon œil 5 ans avant d'avoir l'appareil photo, mais je pense pas avoir eu un don. Quand je regarde mes premières photos, je vois que c'était pas écrit que ça irait bien, quoi. Mais ouais, je me suis pas intéressé à tout ça
très rapidement. Et puis un jour, par le biais de ma sœur, j'apprends que c'est gratuit d'avoir une carte de bibliothèque. Ok. Et que à la bibliothèque du Havre, au Volcan, il y a pas mal de livres photos. Donc c'est déjà un premier step pour découvrir ça. Et puis après, une fois que tu commences à mettre le nez dedans, YouTube est aussi une bonne source d'informations. Les bibliothèques, et puis acheter ses propres livres soi-même quand tu commences à savoir qui sont les artistes qui te plaisent, quoi. Du coup, tu as rattrapé un peu ta culture photo depuis 2017. Ouais, je suis en train encore. Ouais. On le termine jamais. Hein. Ah ouais, je pense que c'est infini. Mais ouais, en fait, je pense que c'est venu peut-être peaufiner des choses dans ma vision et puis aussi me confirmer que j'avais l'impression d'être sur la bonne route. Que sans avoir regardé ça au début, finalement, on fait finalement un peu tous la même, pas la même chose, mais ce que je fais là, tu changes le contexte. Il y a des gens qui le faisaient en 1954, en 76, etc., etc. Juste, on n'a pas le même environnement autour de nous, quoi. Et qui sont tes goats? Alors, écoute, c'est pas très original. Ça va pas être des noms que les gens ils vont dire ça j'ai jamais entendu. Mais j'aime beaucoup Ernst Haas, Sol Leiter, Harry Gruyère. Et alors là, Joël Meyerowitz. Alors je dis pas Oula parce que je pense que celui-là au-dessus des autres, c'est parce que j'avais peur de mal prononcer le nom de famille. Mais ces quatre-là, écoute... Moi, j'en connais aucun, tu vois. Ah ouais, écoute... Moi, je suis dans plus classique encore, hein, tu vois, Robert Capa, Capa, quelle légende, Ouais, voilà, moi je suis plus dans ces gens-là, donc... Ouais, finalement, toi, t'as des légendes plus anciennes, et en fait, moi, les gens que je te cite, c'est des gens... écoute, les quatre ont été là au début de la photo argentique couleur, qui avait très mauvaise réputation au début. Les gens disaient que la vraie photo, c'était la photo noir et blanc. Donc en fait, les gens qui faisaient juste des photos couleur étaient presque mal vus au début. Des touristes, quoi. Et ouais, c'est ça. En fait, c'était soit la photo pour la publicité, soit des photos touristes, photos vulgaires. Le noir et blanc était le vrai art, quoi. Et ces mecs-là, ils ont tous une vision différente, ils ont tous expérimenté. Et même si moi, j'aime le noir et blanc aussi, je pense que quand même, la couleur, c'est ce qui me caractérise. Et eux, ils ont des très belles, et en plus dans des contextes, tu vois, les États-Unis dans les années 50, tous les voyages qu'ils ont pu faire. Donc, c'est vraiment un plaisir de regarder tout ça, quoi. Je voulais revenir sur ce que tu disais un peu tout à l'heure, sur tes balades photographiques. Est-ce que tu es du genre, toi, à avoir un appareil photo toujours sur toi quand tu sors, ou alors tu te réserves ces balades photographiques sur des temps bien définis? Alors, je fais les deux. Des fois, je sors de chez moi vraiment pour me dire, je sors faire des photos, je suis là pour ça. Je vais essayer de pas me déconcentrer. Il y a des fois où je sors juste faire une balade, aller chez quelqu'un et puis je prends l'appareil avec moi. Mais un appareil photo, c'est quand même une certaine taille, un certain poids. Et moi, je suis plutôt d'avis à ce qu'un appareil photo, ça doit tout le temps être dans la main. Si tu sors en l'ayant dans ton sac à dos en te disant que je l'ai au cas où, à moins qu'il y ait une scène vraiment fixe devant toi, pour moi, avoir un appareil photo dans son sac à dos, ça sert à rien. C'est soit dans la main, soit tu l'as pas. Donc, il y a des fois où, quand même, je sors sans appareil photo. Mais depuis là, ce Noël dernier, j'ai eu la chance de recevoir le cadeau le plus coûteux de ma vie, un petit appareil photo. Donc, en gros, pour la caméra, ça fait cette taille-là. Ouais. Et ça fait quasiment les mêmes photos que mon boîtier pro que j'utilise tous les jours. Donc là, il est dans ma poche. Et si je vais faire les courses 5 minutes, il est dans ma poche. Si je descends le chien, il est dans ma poche. Donc, il est jamais loin. Il y a peut-être quelque chose qui va peut-être se modifier dans ma photo aussi cette année. Parce que je retrouve le plaisir un peu des photos que tu fais la première année. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une théière en photo ou je sais pas, quelque chose de très simple sur une table. Parce que du coup, quand tu t'améliores dans ton art et tout, tu essaies toujours un peu de faire plus, de faire mieux. Donc évidemment, toi, tu progresses, mais il faut que ton sujet aussi soit mieux. Donc tu essaies toujours de faire plus. Et là, de retrouver ce petit appareil, ça me permet de refaire ces photos du début, sauf que évidemment, je les fais mieux qu'il y a 8 ans. Donc, écoute, suivez ce qui va se passer cette année, ça va peut-être changer quelque chose, peut-être pas. Peut-être que j'aurai juste plus de photos perso pour moi. Hein. Mais c'est bien, c'est un beau teasing, parce que finalement, tu sais pas ce que ça va, ça va changer. Ça fait un mois que je l'ai, donc en fait, tu sais, parfois, je vais l'avoir et puis je vais faire 2 photos dans la journée, mais en fait... je vais les retravailler plus tard. Puis l'avantage aussi, c'est que moi, si je sors faire des photos, même si je sors pendant 4 heures faire ma balade, je vais rentrer, décharger les photos sur l'ordinateur directement, repasser 4 heures assis. Je vais vraiment faire une phase dessus.
ce qui est pas spécialement positif pour la santé et le corps. Mais en fait, avec ce petit appareil-là, je le vide pas tout le temps puisque je sais que j'ai fait que 2 photos ou quoi. Donc, je le traite presque comme un argentique, tu vois, où tu vas voir que tes photos une fois que tu auras fini ta pellicule. Donc, c'est aussi un petit truc agréable, je trouve. Donc, Pierre, qu'est-ce qui déclenche le déclencheur chez toi Qu'est-ce qui déclenche l'acte de la photo? Écoute, la plupart du temps, c'est s'il y a des belles couleurs dans cette journée-là, déjà, je vais être attentif à tout. Si mes amis étaient là, ils pourraient te le dire. Quand je me balade, je suis très à l'écoute de la conversation qui est en cours. Je vois le genre de mec que tu es. Je vais tout guetter. Et puis il y a plein de moments où les gens me disent mais j'avais même pas vu qu'il y avait ce truc-là ici. Donc qu'est-ce qui fait que je déclenche des belles couleurs, de la belle lumière ou un sujet intéressant? Alors qu'est-ce que ça peut être un sujet intéressant? Parfois ça peut être une balade dans le quartier des Halles et tu vois, il y a plein de petits vieux qui ont des habits qui sont un peu plus intemporels que les nôtres, tu vois. Le petit papy qui a son chapeau. Ça donne envie de prendre la photo. Et puis, des fois, tu vas cumuler le bon sujet avec la bonne lumière, au bon timing, avec la bonne composition. Là, c'est les moments un peu de grâce qui sont pas si souvent, quoi. Mais je pense que ça va être des belles couleurs et de la belle lumière. Et moi, j'aime bien travailler en clair-obscur la plupart du temps. Donc, s'il y a une ombre un peu ciselée ou non, mais qui vient rendre la photo pour moi moins plate, c'est là où ça va m'intéresser. Après presque 10 ans de carrière, j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais peut-être que la réponse évolue au fil du temps. Est-ce qu'il y a une photo particulièrement que toi tu aimes, de toi? J'en ai pas une vraiment où je me dis celle-là c'est quelque chose de vraiment puissant. Sans forcément, tu vois, se lancer des fleurs, mais genre une photo qui a du sens pour toi, qui te parle, qui te plaît plus que les autres. Si, j'en ai quand même une parce que la plupart de mes photos c'est quand même des hasards de comme je te dis, de balade et de moi qui doit voir le sujet ou non, quoi. Mais il y a quand même des fois où j'organise une journée où on va faire telle ou telle photo. Et j'ai une photo que j'ai créée avec Samuel Michaille, qui est kitesurfer au Havre. Ouais. Qui enseigne. Qui enseigne, ouais. Et je lui ai demandé, on se connaissait déjà, je l'avais déjà pris en photo sur des sessions kite classiques. Et un jour, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai quand même une série que je commence à travailler. On va dire que c'est... Parce que du coup, je crée plein de choses, mais bon, tant que je les mets pas ensemble, après, un jour, dans une expo, dans un livre, ça reste un peu... C'est très divers ce que je fais. Mais du coup, j'ai une petite série quand même que là, j'ai commencé à créer, je sais pas, en 2022, je pense, de gens qui tombent. Okay. La série, elle a pas de nom encore, mais... Fall Guys. C'est ouais, je sais pas. Je pense pas que ça fasse assez sérieux pour cette série, mais je sais pas encore comment je vais l'appeler. De gens qui tombent, j'essaie d'imaginer ça. Faut être réactif. En fait, c'est pas spécialement les hasards de la. Justement, cette série, c'est des choses préparées. Ah, ok, d'accord. C'est pas. On met en scène la chute. Ouais. Ceci dit, la photo qui a démarré ça, c'est quelqu'un qui était sur le bord de l'estacade, un adolescent qui s'est mis dos à la mer et au lieu de plonger, s'est laissé tomber. Bon, j'étais un peu loin, mais je le prends en photo et au moment de la photo, il est en lévitation, mais ça a l'air léger, alors qu'en fait, il va juste venir fracasser son dos à plat dans l'eau, quoi. Et je trouve ça magnifique. Et du coup, de cette photo, j'ai commencé à organiser des trucs un peu exprès. Et du coup, avec Samuel, je lui dis, écoute, il va falloir que tu ailles en l'air. Donc ça, il sait le faire. Que tu lâches ta planche. Bon, ça, normalement, il n'est pas censé le faire, mais ça arrive de la perdre et de retourner dans les pieds. Mais c'est surtout que je vais te demander de lâcher ton harnais et te laisser suspendre en kitesurf, ils ont une ceinture, un harnais qui est relié par le ventre et ils ont une barre. Donc là, je lui ai demandé de lâcher la barre et d'être suspendu par son ventre et de tomber, quoi. Et du coup, au début, il le fait. Super, comment on dit ça naturellement. Enfin, je veux dire, il le fait de bon cœur, quoi, de se volontaire. Jeter, très volontaire sur ça. Et puis, en fait, de mon passif aussi de danseur, j'ajuste sa position. Je lui dis, écoute, là, c'est bien, mais c'est raide. Là, t'as ce bras-là qui est caché derrière.
Et du Donc, coup, il a dû se péter la gueule, quoi, On- 3 je- fois. Non, moins, je Non. crois, mais on l'a fait peut-être 10, ou peut-être que là, Parce ça se que tombe, lui, il va écouter ce podcast et il va se dire non, on l'a fait 30 fois, mais je crois pas. Parce que toi, en même temps, t'es sur la plage. Ouais. Voilà, avec, j'imagine, un objectif. Avec une focale un peu plus longue que Ouais, d'habitude, voilà. mais pas tant que ça, mais ça suffisait. Donc, je lui ai demandé de s'éclater proche Ok. des épis en Donc plus. lui, il revient, il va se péter la gueule, il revient. Il se c'est fracasse ça et moi je lui dis c'est pas assez bien, est-ce que tu peux refaire s'il te plaît, est-ce que tu peux relâcher plus ta tête, est-ce que tu peux me donner un peu plus de grâce, un peu moins de... Parce que finalement lui quand il a l'habitude de faire ses figures, c'est très codifié, donc du coup la position elle est très droite, très dure, il faut hop, je suis dans la position, je la maintiens le plus que je peux en l'air, et là je lui demande de tout relâcher et en plus en chutant, donc et cette photo là, du coup j'ai la photo de lui qui tombe. J'ai une autre photo ensuite, parce que j'ai des rafales pour avoir plutôt le bon moment. Et j'ai une photo de lui, au moment où il s'éclate, j'ai une grande éclaboussure. Donc en fait, j'ai combiné ces deux photos-là. Lui qui tombe, plus l'éclaboussure d'après, mais on se retrouve sur la même photo. Je l'ai mis sur le côté et j'ai effacé les comment on appelle ça? On n'appelle pas ça des fils. Le truc du cerf-volant. Voilà, les kitesurfers vont nous tuer. Voilà. Dans Les trucs qui tiennent le cerf-volant. Voilà, les fils qui tiennent l'aile. Ouais. Et du coup... Ça conduit même pas un cerf-volant en plus. Ouais. Et du coup, quand tu vois cette photo de côté, on dirait qu'il a brisé un mur d'eau avec l'éclat d'eau et lui, il est dans une position un peu arrondie comme je voulais. Cette photo-là, quand même, je trouve que du coup, elle a une importance parce que j'ai cherché à la faire comme je voulais la faire. C'est pas juste moi qui réagis à quelque chose qui se passe devant moi. Et je trouve qu'elle est réussie et qu'elle raconte quelque chose. Et beaucoup de gens m'en ont dit du bien, quoi. Eh ben écoute, on ira voir. Ouais. Cette Je te photo. l'enverrai. Avec grand plaisir. En tout cas, elle m'intrigue beaucoup. Pierre, est-ce que tu vis de ton art? Écoute, je survis de mon art plus que j'en vis. C'est joliment dit. Au moment où nous tournons ce podcast, j'envisage pour la première fois depuis 8 ans à garder la photo en plan A, bien sûr, mais de reprendre le monde du salariat. Donc peut-être que fin février, c'est ce qui va se passer. Donc j'en suis pas sûr à 100%. Mais du coup, cette année, je te fais plein de teasing aujourd'hui. Cette année va être intéressante parce que, en fait, je sais que je fais tout mon possible pour être un bon artiste, mais j'ai pas de plaisir à faire tout ce qu'il faut pour être un bon commercial. Je suis un bon artiste, selon moi, j'ai encore à apprendre, mais je ne suis pas un bon chef d'entreprise. Ça, c'est sûr. Et c'était très intéressant. J'ai eu la liberté que je voulais avoir. Mais j'en suis un peu fatigué. Bon, je suis pas en burn-out ou quoi que ce soit. Hein. Je suis très heureux dans ma vie, mais fatigué moralement. Ouais, en fait, c'est juste plutôt une fatigue de j'en ai marre de pas savoir qu'est-ce que je vais gagner le mois prochain. Et puis j'ai 34 ans maintenant, j'aimerais bien un peu construire quelque chose de plus stable. Donc cette année-là, ça va être intéressant parce que du coup, je vais faire que les projets qui m'intéressent. J'ai eu la chance de pas avoir beaucoup de projets qui m'intéressent pas. Je touche du bois. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux d'avoir des projets qui intéressent. Et franchement, dès le début, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disent fais comme tu fais. Alors qu'au début, normalement, tous les photographes, au début de ta carrière, tu fais un peu les mêmes photos que tout le monde. Donc en fait, tu réponds plus à ce que le client veut. Mais finalement, je sais pas, les gens trouvaient déjà peut-être une patte chez moi et m'ont laissé faire comme je voulais. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour cette année? Alors évidemment, je vais perdre un peu de temps, mais je vais avoir de l'argent, donc je vais pouvoir acheter du matériel. Ça, c'est bien, ça aussi, un peu d'argent. De l'argent, après 8 ans sous le seuil de pauvreté, ça va être cool. Je vais pouvoir acheter du matériel et je pense que si j'y trouve le temps et si j'y trouve le plaisir, il faut que j'essaye me lancer plus sur les réseaux sociaux, faire peut-être une chaîne YouTube de photos. Trop bien. Acheter une petite caméra qui est pas contraignante pour peut-être faire aussi du contenu sur Insta, sur des courts vidéos et des longues vidéos sur YouTube. À voir si j'y prends plaisir. Peut-être que je vais détester faire de la vidéo, j'en sais rien. Mais je sais que moi, je regarde beaucoup de YouTube anglais, américain. Et sur le YouTube français, je trouve pas vraiment ce que je retrouve dans ces YouTube-là. Et sur l'aspect tuto En fait, sur les YouTube français que je trouve, peut-être qu'il y en a qui existent et que je suis pas tombé dessus, mais il y a beaucoup on parle beaucoup de matériel. On parle pas beaucoup de composition, de lumière, de ressenti. En France, ouais, c'est ça.
Ok. Après, aux États-Unis aussi, hein, parce qu'une fois que t'es connu, les marques t'envoient des appareils photo à tester, donc ils finissent tous par faire quand même beaucoup de photos de matériel, enfin de vidéos de matériel. Mais j'aimerais bien. Alors les tutos, je sais pas si j'en ferai, peut-être, tu vois, s'il y a un peu de demande et puis si j'y trouve plaisir. Mais j'ai envie de parler plus d'émotion, de ressenti, de composition, de lumière. Peu importe le matériel qu'on utilise, on peut faire une bonne photo. Alors évidemment, un meilleur appareil photo te donne plus de confort, permet de plus agrandir ta photo. Mais une photo, ça reste une photo, quoi. Donc, quelques nouveaux projets pour cette année 2025. Si tu le veux bien, Pierre, je voulais revenir un petit peu en arrière. Au début un peu de ta carrière, puisque tu décides de vraiment te lancer dans le grand bain en 2020 et début 2020, et on sait ce qui s'est passé en février 2020. C'est ça. Et écoute, après, en fait, mon dernier contrat en tant que salarié se finissait fin septembre 2017. Je devais signer un CDI en tant que directeur adjoint dans une école de danse. J'ai dit oui au départ. Puis j'ai dit non parce que je me suis rendu compte que j'avais dit oui par fierté, mais pas par envie. Et oui, du coup, on squeeze un peu 2018-2019, mais je commence à apprendre à faire de la photo. Les gens commencent à me dire, est-ce que peut-être que pour 50 €, ça te dirait de faire une photo de ma famille? Donc voilà, je fais mon petit bout de chemin. Et puis je me dis, 2020, c'est la fin de mes indemnités. J'ai déjà des commandes. Je me lance dans le grand bain, j'y vais, je deviens photographe. Donc mes indemnités se finissent début février, et puis fin février, début mars, on est en confinement. Donc tout remis en question, enfin tu peux rien faire. Je crois que j'ai fait un chiffre d'affaires brut de 534 € cette année-là, un truc comme ça. Ouais. Magnifique. Donc écoute, une carrière qui se lance, très prometteur. Ah ouais. Mais écoute, le confinement, il m'a quand même servi aussi. Moi, sur les 2 premières années, je faisais beaucoup de photos en fin de journée. Parce que c'est ce que tu apprends sur Internet. La Golden Hour, la Blue Hour, c'est joli, c'est vrai. Hein, mais du coup, tu te retrouves à faire beaucoup de photos de sunset. Alors évidemment, on est dans une ville où il y a la mer. Et les sunsets sont extrêmement beaux ici. Donc, ah oui. Donc j'en fais beaucoup. Mais en fait, le confinement m'a permis de réapprécier les après-midi, être dehors, même quand il fait juste une lumière brute. Et ça m'a permis de faire des nouvelles photos plus variées qu'avant. Peut-être que je l'aurais fait naturellement sans le confinement, on aurait peut-être pu s'épargner ça. Mais je pense que moi, ça m'a servi quand même à réapprécier la vie, même sans une lumière incroyable. Parce que finalement, quand tu es enfermé 3 mois, tout moment à l'extérieur est incroyable, quoi. Malgré tout, il y a un côté bénéfique quand même à ce confinement. Tu réapprends, tu apprends quelque chose. Je remontais ces derniers jours ton fil Insta... au plus loin que je pouvais. Je suis même allé tout au début, pour être très franc. Le Havre est forcément hyper présent sur ton feed. Cette ville, elle t'inspire beaucoup? Écoute, déjà, il y a 2 raisons à ça qu'il y ait beaucoup de photos du Havre. C'est que j'ai pas beaucoup bougé du Havre. J'ai pas eu l'opportunité de beaucoup voyager... ou j'ai jamais vécu hors du Havre à part ce stage-là à Montréal. Et c'est vrai qu'ici, il y a des lumières incroyables. Et même si, évidemment, la ville ayant été détruite, elle n'a pas spécialement le charme qu'ont la plupart des villes françaises anciennes. Mais elle a cet avantage pour nous, photographes, en tout cas pour moi, je le ressens comme ça. C'est une ville qui est variée en termes d'environnement. Je peux trouver du beau, je peux trouver du récent, du vieux, du moche, d'industriel. Il y a quand même quelques immeubles qui ont survécu à la guerre. Rare. Par exemple, tu as des amis qui habitent à Toulouse maintenant, j'y suis allé et je me suis dit, tiens, si j'étais photographe à Toulouse, qu'est-ce que je ferais comme photo? Et je pense que je ferais souvent des belles photos parce que la ville est très belle et puis il fait souvent beau. Mais je ferais souvent la même chose, je pense. Alors évidemment, sans l'avoir vécu, je peux pas en être sûr, mais le Havre me permet d'avoir des sujets variés, quoi. Hyper diversifié. Ouais. Il y a un sujet qui t'inspire beaucoup et t'as commencé à en parler. Tu parlais de lumière, mais beaucoup de couchers de soleil, beaucoup de levées de soleil. Il y en a énormément sur ton feed Insta. Tu aimes particulièrement ces moments-là? Écoute, au début, c'est vrai que j'en faisais beaucoup.
Parce que déjà, naturellement, tu vois, quand tu vas voir un sunset à la mer, tout le monde sort son téléphone pour faire une photo, qu'ils ne regarderont peut-être jamais. Mais tout le monde a besoin de le capturer. Et en plus, tu as ce côté hyper intéressant de ça change toutes les 5 minutes quand tu es dans une bonne journée. Et oui, puis comme je te disais, c'est vrai que je pense que tout le monde trouve ça universellement joli. Et au début, tout le monde te dit, il faut shooter à cette heure-là. Ce que tu comprends que plus tard, c'est que quand tu shootes à cette heure-là, c'est pas spécialement le coucher de soleil qui est intéressant. Il faut peut-être des fois se tourner et c'est la lumière que le coucher de soleil crée qui est intéressant. Mais c'est vrai qu'au début, j'en ai fait beaucoup. Et un jour, on m'a dit, quelqu'un m'a qualifié de photographe de coucher de soleil et je l'ai pas très bien pris. Ouais. Bon, je me suis pas brusqué, Ouais, mais tu vas pas péter la je gueule. me suis dit, je sais que je suis plus que ça quand même au fond. Et puis finalement, je sais que je les faisais pas de façon grossière et vulgaire, parce que souvent c'est le cas, les gens ils envoient les couleurs au maximum et tout. Mais finalement, je me dis non, je peux pas être que un photographe de coucher de soleil. Donc ça a évolué tout ça, notamment tu vois comme je disais après le confinement. Et si t'as remonté mon feed, t'as peut-être remarqué que les photos que je poste à peu près chronologiquement sont assez vieilles. Elles ont 2 ans. Donc moi, je sais aussi là ce que je crée depuis 2 ans que les gens n'ont pas encore vu. Et il y a quand même là, à partir des prochaines photos que je vais poster, il y a un switch qui se fait, quoi. Donc écoute, 3e teasing de cette interview. Eh ben, il y en aura peut-être d'autres. Je sais pas, on va voir. Il y a, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais il y a 2 couleurs que moi je retrouve beaucoup, et notamment dans tes couchers levés de soleil, le rose et le bleu-violet. Et c'est vrai que c'est des couleurs qu'on voit énormément lors de coucher de soleil ici. C'est des couleurs qui, toi, te parlent particulièrement? Ouais, parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, à retoucher tes photos, tu finis par trouver ton traitement graphique. Et finalement, ces couleurs-là, si tu regardes bien, tu peux les retrouver aussi dans mes couleurs de la ville. Pas spécialement quand il y a un coucher de soleil, même dans mes couleurs une photo très urbaine en après-midi, même dans mes portraits, tu vas retrouver des sous-teintes magenta, tu vois, dans les ombres, des choses comme ça. J'ai fini par remarquer que ça ressemblait, que ce que je faisais sur mes retouches de photos numériques ressemblait un peu alors je sais plus comment on dit ça en français, mais tu vois, quand tu fais une photo argentique, tu as un négatif. Il y a certaines pellicules qui sont plus rares qui font des positifs. Donc, tu as déjà ton image sur la bobine. Et les couleurs que font la Ektachrome de chez Kodak, je crois, ressemblent un peu à ce que moi je fais. Et voilà. Donc, je sais pas trop si j'ai trop bifurqué. Je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, mais. Bah, si. Mais en vrai, toutes les couleurs me plaisent, un peu moins le vert. D'accord. Le pauvre, je le mets un peu à part. J'ai du mal à le travailler et j'ai du mal à l'aimer. Mais j'aime toutes les couleurs et un peu moins le vert. Peut-être que ça viendra. Ouais. C'est vrai que t'as pas encore fait beaucoup de photos enfin, en tout cas, dans ton fil Insta, j'ai pas vu le reste, mais on a beaucoup d'espaces verts ici au Havre, Forêt de Montjon, Parc de Rouelle, peut-être. Ouais. Ah bah, écoute, j'ai des photos que j'ai fait au Parc de Rouelle après le confinement où on pouvait ressortir et tout. Le parc n'avait pas été débroussaillé depuis des mois. Et j'ai une photo où, bah, du coup, Rouelle est remplie de verdure, ouais. de petites marguerites. Et puis, j'avais des nuages incroyables. Donc, j'avais mes petites marguerites au premier plan. Celle-là, c'est vraiment une photo que, même si elle date il y a 4-5 ans, je la trouve toujours belle. Avec du vert. Ouais. Et l'été dernier, j'étais à Giverny pendant 2 jours. Ah, voilà. J'ai dormi dans Giverny, donc il y aura du vert. Ok, bon bah... tout n'est pas perdu avec le verre. Il y a une possibilité de vous réconcilier quand même. On n'est pas braqué. J'ai plus de temps à travailler dessus pour être satisfait, mais ça va venir. Eh ben, on te le souhaite. Tu te rends compte que tu sublimes cette ville ? Ben, je me rends compte que je fais des belles photos. Je me rends pas compte évidemment l'impact que ça a sur les autres parce que moi, je fais du travail qui me plaît. Je ferai jamais. J'irai jamais suivre une tendance dans la photo pour rentrer dans un moule, ça m'intéresse pas. Je l'ai fait pour moi de base, les photos. Ça en est devenu un travail, mais c'est avant tout une passion, un plaisir et puis une activité que j'aime, quoi. Donc je fais des photos qui me plaisent. Donc évidemment, bah, je prends des photos du Havre en faisant des photos qui me plaisent. Donc moi, oui, je trouve que mes photos subliment la ville à mes yeux. Mais je sais pas à quel point c'est le cas pour les autres. Bon, évidemment, je reçois quelques messages, des gens qui me suivent. Mais je me rends pas compte à quel point je le fais. Parce qu'il faut quand même aimer cette ville pour la voir avec l'œil,
par laquelle tu la vois. Mm. Je sais pas si ma question est claire. Ouais, ben en fait, il faut aimer la ville et puis il faut avoir une certaine sensibilité qui est propre à nous-mêmes, qu'on peut travailler évidemment, mais et c'est un peu pour moi ça la part d'inné qu'il peut y avoir. Je pense pas que les gens aient un don ou pas dans un art, mais tu peux avoir une sensibilité qui est plus ou moins forte. Parce qu'on ressent à travers tes photos que tu l'aimes, cette ville, Ouais. profondément. Ah ouais, bah écoute, je l'ai pas quitté depuis 34 ans, donc déjà c'est que je m'y sens bien. Et alors je ferai pas partie de tes invités qui vont te dire que c'est la plus belle ville de France. Je pense pas que ce soit le cas. Ouais, on me l'a pas souvent dit. Par contre, je trouve que c'est une ville qui est très agréable. T'as une belle qualité de vie. Moi, j'aime que, même sans être à la mer, j'aime qu'on voit loin au Havre. Il y a plein d'endroits où on voit loin. Et dans plein de villes, je me sens un peu étriqué. Tu vois, à l'hôtel de ville, la place est grande. Quand t'es à la mer, tu vois loin. Sur l'avenue Foch est longue, la rue de Paris est longue, le bassin du commerce, tu vois loin. Je trouve qu'on voit loin ici, on respire. Je trouve que c'est agréable de vivre ici. Les lumières sont belles, les sujets sont variés. Et puis, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Donc, ouais, je l'aime. Et puis, bah, j'essaie de lui rendre bien. Quand elle me donne des belles lumières, j'essaie de les rendre éternelles, quoi, on va dire. Eh ben écoute, en tout cas en ce qui me concerne, tu lui rends bien. Tu l'as forcément prise en long, en large et en travers, en photo, cette ville. Est-ce qu'il y a des endroits que tu n'as pas encore fait, qui sont potentiellement un projet que tu aimerais faire ? En fait, maintenant, c'est moins le sujet qui m'intéresse, c'est plus qu'il y ait une belle lumière. Et puis, en fait, si j'y trouve un sujet intéressant, tant mieux. Donc, j'ai pas spécialement une liste où je me dis, il faut que je photographie ça ou tel endroit. Après, c'est vrai que, bah, évidemment, il y a des quartiers qui ont été plus photographiés que d'autres. Donc, il faudrait peut-être un peu, à un moment, que je me balade en m'excentrant un peu plus, dans les quartiers un peu plus loin que le centre, que la plage, ou là où on sait qu'on va trouver du beau. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit déjà au moins 10 fois, je pense, dans cette interview, quand il y a une belle lumière, il y a des belles photos à faire partout. Donc, peut-être qu'à un moment, je me force à me dire, la lumière, là, elle est cool, et que je me dise pas, ok, je vais plus vite possible au sujet que je sais intéressant dans la ville, l'église de Saint-Joseph, aller à la mer, des choses comme ça. Peut-être que je me dise, ok, la lumière est cool, je vais faire quelque chose de cool, je le sais, je vais ailleurs. Et c'est un peu peut-être aussi tiens, un nouveau teasing, ce que j'essaye de développer. Là Ah ouais, je crois. Ah, t'es chaud. En fait, j'ai envie de trouver plus de sens aussi dans ma photographie, tu vois. Ouais. Comme je disais, parfois ça se fait naturellement, et puis des fois même des gens trouvent du sens dans une photo que moi je trouve juste jolie, mais j'aimerais ne pas devenir un photographe de carte postale, quoi. Évidemment, je sais que c'est pas le cas, je sais que c'est pas ce que je fais, mais à un moment peut-être essayer de trouver des sujets que je sais à l'avance que je vais aller photographier. Je ne saurais pas te dire lesquels pour l'instant, mais trouver un peu plus de sens dans ce que je fais, enfin y amener plus de sens. Donc peut-être, je sais pas, faire à un moment un sujet sur quelque chose de social ou sur un type de personne, je sais pas, sur les vieux, sur les jeunes, sur des minorités, à voir, tu vois. Tout est ouvert. Mais essayer de trouver, cette année, je commence un peu plus à me dire, pas seulement faire des photos qui sont jolies, essayer de voir si je peux en faire quelque chose de plus important, quoi. Tu fais pas que des paysages, tu fais aussi des portraits. Ouais. Il y en a pas mal sur ton fil Insta aussi. Les portraits. Enfin, on m'a dit un jour de quelqu'un qui travaillait dans le cinéma. Ce qui est important au cinéma, c'est d'avoir des gueules. Est-ce que au Havre et dans les portraits que tu as pris, c'est quelque chose que tu retrouves, des gueules? C'est pas péjoratif du tout, ce que je dis, tu vois ce que je veux dire, c'est des visages, des postures, des corps à vrai. Enfin, c'est peut-être un peu nul comme question, mais non, mais je vois où tu veux en venir. Écoute, moi j'ai la plupart des portraits que j'ai faits, c'est quand même des gens qui sont venus vers moi. Et puis la chance que j'ai eue d'avoir travaillé 10 ans dans la danse, c'est que j'ai des amis qui sont intéressants parce qu'ils sont habitués à utiliser leur corps. La plupart du temps, ils ont un bon look. C'est ce qui m'a permis quand même au début me lancer dans le portrait de façon simple avec les amis. Mais j'ai pas été chercher des gens pour leur gueule spécifiquement. C'était plus l'idée de retranscrire vraiment qui ils sont, de faire quelque chose qui leur ressemble. Par contre, tu vois, cette année 2025 où je vais peut-être reprendre le monde du salariat et avoir un peu de temps en photo pour faire des choses qui sont pas obligatoirement des choses payées,
j'ai peut-être moi recommencé à contacter des gens par moi-même pour faire des portraits avec ces gens-là, même si c'est pas eux qui m'ont contacté pour faire un shooting payant. Donc là, je vais peut-être finalement 5e teasing. J'ai peut-être commencé cette année à chercher des gueules ici, tu vois. Ça n'en finit plus. Ouais, c'était un peu ma question suivante. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te balader dans la rue, de voir quelqu'un passer en disant c'est tout à fait le genre de personne que j'aimerais photographier? Ça m'est arrivé cette semaine et j'ai pas fait la photo. T'as pas fait la photo? T'oses pas demander? En fait, ça dépend. Tu sais, des fois, moi, je suis pas quelqu'un de timide, donc ça peut arriver que je demande, mais en fait, des fois, tu marches un peu vite parce que j'étais quelque chose à faire. En fait, j'allais à la forêt pour faire des photos avec la brume, mais du coup, je savais que je pourrais peut-être potentiellement trouver des photos sur la route entre chez moi et la forêt, mais le but était d'être à la forêt, quoi. Donc, je marchais un peu vite, l'appareil photo dans la poche et pas dans la main. Première erreur, tu vois. Et à un moment, rue de la Cavée Verte, là, juste avant le stade de foot, je vois un petit papy adossé à l'entrée de son garage. La porte du garage ouverte, plein d'outils, un bordel, pardon pour les gros mots, il y a un capharnaüm derrière lui. Ouais. Tu vois, on voit que le garage a du vécu, on voit que le monsieur a du vécu, puis je sais pas, il a une pose intéressante. Si j'avais été vers lui, j'aurais demandé de rien changer à ce qu'il faisait, quoi. Et malheureusement, tu vois, je marchais un peu vite et ça, c'est une erreur qu'on fait parfois en photo. Je sais pas si d'autres photographes vont retrouver ce sentiment dans ce que je vais dire, mais parfois, on voit un truc, on est en train de marcher, de se déplacer, on se dit « Ah, ça serait bien ». Puis on a la flemme de faire 4 pas en arrière, tu vois, ou de stopper notre course 2 secondes. Alors que la plupart du temps, je le fais. Mais des fois, je sais pas, tu vois, on est pris dans notre propre élan. C'est le destin. Et après, on regrette, sûrement. Mais ouais, peut-être que cette photo devait pas exister, ou peut-être que le monsieur aurait pas voulu, je sais pas. Mais tu vois, lui, j'aurais bien voulu le faire. Mais je pense que je vais commencer peut-être un peu à arrêter des gens dans la rue. Parce que des fois, tu sais, les gens, tu sais, tu les stops dans leur journée. Les gens sont très méfiants des photos à notre époque, tu vois. Bien sûr. On peut plus. Il y a une démarche un peu compliquée, une démarche pédagogique que toi tu dois d'avoir. Effectivement, c'est pas anodin d'arrêter quelqu'un dans la rue pour le prendre en photo. Donc, c'est ça. Ouais. Il faut que les gens, tu puisses les arrêter, qu'ils t'écoutent, qu'ils comprennent ton processus, ton procédé, pourquoi, comment, puis qu'en plus ils soient à l'aise de le faire. Puis si t'arrêtes quelqu'un dans la rue, souvent c'est qu'il y a d'autres passants dans la rue, donc t'as le regard des autres. Pour eux, c'est pas spécialement à l'aise. Donc, écoute, il faut que tout soit bien réuni, quoi. Mais ouais, j'ai envie de le faire, mais je le fais pas assez. Voire, je crois que je le fais presque pas, quoi. Eh ben écoute, nouveau teasing. Ouais. Allez, c'est un nouvel objectif pour l'année 2025. Pierre, si tu veux bien, on va faire un petit jeu ensemble. Enfin, Allez. un petit jeu. Je te pose des questions très simples, une réponse seulement, très short. Voilà, le but c'est que tu me répondes un peu du tac au tac. Bien sûr, on reste pas loin du sujet. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Pierre, ton endroit préféré au Havre? La plage, la mer. Celui que tu aimes beaucoup moins? Le quartier des docks, le côté très industriel, c'est pas mon fave. Ton resto préféré? Je rigole parce que naturellement, en répondant vite, j'allais dire le quick. Mais non, je peux pas te dire ça comme réponse. Il y a Gonfreville maintenant. Ah bah attends. Ouais, je peux pas te dire ça comme réponse, c'est nul. Ouais, moi ça m'irait. Hein. Allez, parce que ça fera rire mes amis. Le quick. Ton bar préféré? Mon bar préféré. Alors si on pouvait remonter dans le temps, l'ancien trappiste. Ok. Le trappiste tout petit. T'es dans un couloir, tout le monde est collé. Les pintes de bière à 9 degrés sont à 5 €. Ah, la bonne époque. Ça, c'était mon bar préféré. Écoute, où est-ce que je vais beaucoup maintenant? Maintenant, je suis plus varié sur ce que je fais. Vraiment, quand j'étais fin de lycée, début de la vingtaine, je faisais vraiment trappiste. Maintenant, je vais partout, mais bon, écoute, je vais te citer le feu Chableux qui a fermé maintenant, mais la petite terrasse était très cool. Vue mer, un peu plus tranquille qu'à la petite rade, mais pareil, petite rade, c'est très cool, hein, t'as une super vue. Ouais, petite rade. Je vais te dire petite rade et chez Lily. Ouais, chez Lily, c'est cool. Il y en a beaucoup. Tu aimes les bars, ça j'aime bien. La chose que tu détestes entendre à propos du Havre? Les gens qui sont trop durs inutilement avec le Havre, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est pas, on n'est pas à pouvoir dire que le Havre c'est la plus belle ville de France, tu vois. Bon, puis quelle est la plus belle ville de France, quelle est la meilleure ville de France, ça dépend de chacun. Mais il y a des gens qui sont très durs avec le Havre sans y avoir jamais été. Tu vois, genre, ma sœur, elle a 8 ans de plus que moi. Donc, quand elle était à la fac, elle allait à Caen.
Elle avait 20 ans, quoi, en l'an 2000, l'an 2002, quoi. Et l'an 2002, ça sonne super loin. Mais tu vois, les gens à Caen pensaient que les tours EDF, elles étaient sur la place de l'Hôtel de Ville, quoi. Enfin, c'est stupide, quoi. Les gens pensaient qu'il y avait des miniers qui sortaient d'un trou au milieu de l'Hôtel de Ville avec des débardeurs tout noirs. Donc oui, c'est une ville portuaire, mais... C'est vrai qu'on a toujours eu une mauvaise image de l'autre côté de l'eau. Il y a une proximité avec le port, mais il n'est pas au milieu du truc, quoi. Et pardon pour les réponses courtes. Non, mais du coup, je sais même plus la question que je t'ai posée là. C'était ce que j'aime pas que les gens disent du Havre. Ouais. Effectivement, ton artiste préféré havrais? Écoute, j'aime beaucoup ce que fait Totis. Ok, l'illustrateur. Ouais. Et je vais tricher, comme il faut une collab bientôt, je vais te dire Cosmo et Totis. Ah, allez. Comme ça, comme c'est une collab, c'est une seule identité. T'es bon. En plus, Cosmo m'avait parlé de toi. Ouais. Que j'ai elle m'avait dit. Donc Cosmo m'avait parlé de toi. Si le Havre était un animal. Oh, un phénix. Magnifique. Si le Havre était une chanson. Bon, merci. On a fini ce petit jeu. T'as commencé à me parler de Totis, de Cosmo, donc d'autres artistes havrais. Tu penses que cette ville est une ville d'artistes? Ouais, il y en a beaucoup. Et en fait, je pense que... Alors après, je sais pas, tu vois, pour la nouvelle génération, ceux qui ont la vingtaine, là, je sais pas s'ils ont des artistes de leur âge sur lesquels ils s'identifient actuellement au Havre. Mais je sais que, tu vois, moi j'ai la trentaine, la plupart des gens que je connais dans le milieu de l'art qui ont entre 25 et 40 ans, il y en a plein, il y en a vraiment plein que je connais en plus. Puis c'est le hasard de la vie qui a fait que, tu vois, donc si le hasard de la vie fait que je tombe sur eux, c'est qu'il y en a quand même plein. Je pourrais citer Rature, Scaro, Thelma, donc Malte, Cosmo, Totis, tout cela je les ai rencontrés, c'est des amis. Père de Dude, il y en a plein, tu vois. Et puis en fait, je pense que je te parlais de génération parce que je pense que, tu vois, le Havre, comme on a eu un truc un peu... moi, quand j'étais ado, machin, tout le monde disait que là, c'était pourri, c'était moche, machin. Donc, en fait, les gens qui ont de base déjà cette sensibilité, l'envie de créer, je pense qu'aussi, il y a un truc, pas l'envie de prouver, tu vois, mais en fait, on peut montrer que, en fait, dans cette ville-là, on peut faire des choses extrêmement bien. Et puis, finalement, aussi, comme à cette époque-là, il y avait quand même moins de trucs à faire que maintenant, bah, en fait, t'as le temps de créer, quoi. Donc, c'est peut-être ça qui se passe au Havre, je pense. Toi et moi, on est à peu près de la même génération. T'as connu, comme tu le disais, cette époque du Havre où il n'y avait pas grand-chose à faire, qui est clairement différent aujourd'hui. La ville s'est transformée. Quel est ton regard, toi, sur justement ce changement, peut-être de notre enfance dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui? Écoute, moi, j'en ai pas souffert, tu vois, de ce truc. Au Havre, il manque tel truc. Et puis, en plus, quand t'es ado, c'est un peu ado, début de la vingtaine, jusqu'à début de la vingtaine, on va dire, c'est ce pourquoi tu trouves que ta ville est nulle, c'est nul. C'est genre, il va te manquer telle ou telle enseigne, il va te manquer tel ou tel bar qu'il y a dans toutes les autres villes. Ouais, moi, on s'en fout, tant qu'il y a tes potes. Bah ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est un peu, bon, voilà, on s'en fiche. Et quel regard j'ai? Bah, en fait, écoute, moi, je suis content que la ville avance. Je suis content qu'il y ait plus de projets. Je suis content que tout le monde s'y retrouve. Et puis, je sais pas à quel point les gens le pensent, mais en tout cas, les gens le disent. Ils aiment mieux la ville maintenant. Donc, écoute, ça fait quand même une atmosphère qui est plus positive. Bien que moi, voilà, j'ai pas ressenti spécialement d'atmosphère négative à l'époque. Donc, je suis content de tout ça. Moi, je suis juste un peu en retrait de ça, par peur que peut-être il y ait trop de gentrification qui se fasse au Havre et que finalement, on se retrouve comme plein d'autres villes et qu'on se soit retrouvé tellement... cool et que ce soit le truc hype du moment, parce que tu vois, il y a plein quand même de gens qui viennent faire des commerces au Havre parce qu'en fait on entend parler du Havre mais ils se renseignent pas spécialement si c'est vraiment hype autant que ça. C'est un public très compliqué, ouais. Le Havre. Et du coup, bah en fait il y a plein de choses qui arrivent et en fait bah ça va faire un peu de gentrification et le Havre c'est une ville assez pauvre finalement, tu vois. Donc c'est cool. Mais attention de voir jusqu'où ça va et si ça vient pas créer de problèmes sociaux, tu vois. On me fait très souvent cette réponse. Eh ben écoute, tu vois, c'est que... T'es vraiment pas le seul à le penser. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, Pierre. Je voulais simplement, sur l'avant-dernière question, revenir un peu sur toi. Une dizaine d'années, en tant que photographe, quand tu regardes un peu dans le rétro,
Comment t'analyses, comment tu vois ta carrière de photographe? Est-ce que tu es fier du chemin que t'as parcouru jusque-là? Écoute, je vais te la découper en deux parties, la réponse. Mais je t'en prie. Je vais commencer par la partie qui m'intéresse moins, comme je t'ai dit, la partie finalement où c'est un métier. Parce que, comme je t'ai dit, voilà, je vais changer ça. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas spécialement ce que je voulais faire à fond. Mais tu vois, alors 8 ans, c'est quand même un long moment de vie. Mais 8 ans, à partir du moment où tu prends ton appareil photo, que tu n'as aucune connaissance, ça passe vite quand même. Et tu vois, là, même si, imaginons, j'arrête demain les contrats pro, et j'ai réussi en 8 ans à apprendre à faire de la photo, à ce qu'on me connaisse, sans que j'aille chercher moi les clients. Et j'ai réussi à me retrouver affiché dans les abribus, dans les Decaux, et quelques pubs en 8 mètres carrés, comme je te disais hier, avec le Festival du goût des autres, et la campagne de pub des docs. Donc, cette partie-là, finalement, je trouve ça cool. J'ai réussi à en vivre. Donc, vivre, pour moi, c'était payer son loyer, payer sa nourriture. C'est hyper gratifiant de voir son travail affiché dans sa ville. Ouais. C'est vraiment le retour hyper positif d'un début de carrière. Ouais, c'était très cool. Et puis, mais là où je suis vraiment content, moi, c'est que j'ai continuellement progressé. Je progresse encore. Je vois que la qualité de mes images, ça se peaufine et tout. Donc, ça donne envie de voir aussi jusqu'où ça va. Et puis, en plus, tu vois, les carrières de photographe, quand tu regardes un bouquin de photos, moi, je regarde toujours quelle est la date de la plus vieille et de la plus récente photo. Souvent, il y a des deltas de 50 ans. Donc, en 8 ans de photo, tu vois, je sais que j'ai encore, la passion reste, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, je suis très excité à l'idée de savoir ce que je vais en faire de tout ça. Et là, le fait d'avoir bientôt plus d'argent, pouvoir sortir du Havre, ce que j'ai appris ici, et puis d'aller découvrir un peu le monde. Tu serais pas sur un autre teasing? Non, écoute, c'est... Enfin, si, je vais essayer de sortir un peu du Havre et faire des photos. Parce que mon but, c'est pas de faire que des photos que du Havre. J'en fais beaucoup parce que j'aime cette ville et j'y suis. Mais quelle était la question de base? La question, mon retour sur le rétroviseur. Voilà, quand tu regardes un peu dans le rétro, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait jusqu'ici? Écoute, moi, j'aime les photos que je fais. Je sais que je peux faire mieux encore. Et je prends plaisir à le faire. Et les gens pour qui je fais des photos sont contents. Et les photos que je fais, la plupart des gens les aiment. Donc en fait, écoute, pour moi, il n'y a pas de point négatif. Hein, c'est petit cercle vertueux. Tu sais combien de photos sur ton disque dur? Alors, des photos que j'ai shootées en tout, je ne saurais pas dire. Mais des photos que j'ai gardées, voilà, qui sont du coup soit très bien, soit au moins pas supprimables et que j'ai retouchées. Parce que moi, je suis un peu bête, je retouche toutes mes photos que je garde même si je ne veux pas les publier. Parce que justement, je veux quand même voir à quoi peut ressembler dans son produit final. Jamais. Je pense qu'il y a plus de 50 000 photos. Et encore, je te dis ça, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans que c'était ça. Je dois être entre 50 000 et 100 000 photos que j'ai sur lesquelles j'ai travaillé. Ok, donc si jamais tu publies un livre demain, ce sera un très, très gros livre. Il faudra bien faire l'entonnoir. Beaucoup de choix. Et ça va être beaucoup de sélection à faire. Ça va être un travail monstrueux. Mais écoute, c'est pour plus tard le livre. Hein. Ça, c'est un teasing, pas pour tout de suite. Tout de suite, très bien. C'était justement ma prochaine question. Pierre, on arrive à la fin de cet épisode. Traditionnellement, il y a la question de fin que je pose à tous mes invités. Tu peux me faire une tirade, tu peux me répondre très brièvement. C'est toi qui choisis, tu as la parole. Et Pierre, cette question, la voici. Pour toi, le Havre, ça représente quoi? Eh bien, le Havre, c'est tout ce qui fait, c'est ce qui fait tout ce que je suis maintenant. J'y ai grandi, je l'ai peu quitté. Donc la personne que je suis actuellement découle obligatoirement de cet environnement havrais. C'est la maison, c'est là où je me sens bien. Je pense que demain je gagne à l'euro-million, je voyage beaucoup, mais j'ai une maison au Havre. Tu restes ici? Ouais, j'en ai peut-être une deuxième ailleurs, je sais pas, mais il y en a une ici et je pense que j'y resterai. J'ai besoin d'être près de la mer en tout cas.
Eh ben écoute, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Merci Pierre Viévard d'avoir accepté mon invitation dans le Pot de Yaourt. On peut bien sûr te retrouver sur ton Insta qui est Pierre Viévard. C'est ça, Pierre.Viévard. Pierre.Viévard. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, à regarder un petit peu le travail de Pierre. Je suis sûr que vous serez autant fan que moi. Voilà, c'est pour ça que tu étais derrière ce micro aujourd'hui. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver cette année ? Bah écoute, si possible sur YouTube. Ouais. Je peux pas dire bientôt parce que faut acheter la caméra, faut tourner la première fois, faut apprendre à faire le montage, tout ça. Mais d'ici fin 2025, peut-être qu'il y aura une ou deux ou plus vidéos sur YouTube. Ça sera sûrement appelé Pierre Viévard aussi, j'imagine. Ouais, pourquoi changer ? Ouais. Et sinon, vous me retrouvez dans la rue en train de faire des photos. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Merci encore une fois Pierre. Un grand merci aussi à la Normandie Web School qui nous a accueillis aujourd'hui pour l'enregistrement de ce podcast. Et nous on se retrouve très bientôt comme d'habitude dans un nouvel épisode dans le Pot de Yaourt. Ciao. Salut.